Estoy en el bar Benito. He conocido a un hombre por el camino y a una mujer. Je suis au bar Benito, j'ai rencontré un homme sur la route et une femme à Marbotu. C'est vrai que nous avons eu une conversation agréable avec eux, échangeant sur l'histoire de la culture. José Jurado Montilla, aussi connu sous le nom de Dinamita Montilla, a publié cette vidéo sur un réseau social bien connu en mai 2021. Depuis plus d'un an, il partage des histoires sur ses voyages à travers l'Espagne. Cela se passait environ une décennie après sa libération de prison, où il avait purgé une longue peine. Sans le savoir, en publiant cette vidéo, José s'est retrouvé à nouveau dans le viseur de la police. Grâce aux informations qu'il a lui-même fournies sur son emplacement, les agents ne tardèrent pas à venir l'arrêter. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toute l'histoire, les crimes qui l'ont conduit en prison et ceux qui l'y ont ramené. Le cas de José Jurado Montilla est l'un de ces récits criminels que nous vous proposons 3 fois par semaine sur cette chaîne. Nous abordons des affaires qui ont marqué les esprits, allant des disparitions aux meurtres les plus terrifiants, en passant par l'injustice, l'impunité, la corruption et les verdicts controversés. Avant de plonger dans l'histoire, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, et à laisser un like pour soutenir mon travail. Sans plus attendre, analysons ensemble tous les détails de cette affaire. Le criminel José Jurado est né le 24 mars 1961 à Campanilla, un quartier de Malaga, dans la communauté autonome d'Andalousie, en Espagne. Toutefois, selon ses propres dires, il serait né en 1962, une année que nous prendrons comme référence dans cette vidéo. Sa famille l'a élevé à la campagne, et dès son plus jeune âge, on a commencé à l'appeler Titi, car c'était le premier mot qu'il avait prononcé, apparemment en entendant sa mère. D'après le journal Sur de Malaga, José fut très tôt considéré comme un garçon problématique. À seulement 9 ans, il fut accusé d'avoir volé 100 pesetas, environ 1,50 €, que quelqu'un avait laissé sur le comptoir d'un bar. Même s'il n'y a à avoir pris cet argent, la suspicion l'entourait déjà. À 13 ans, lors d'une visite chez un ami, on l'accusa de la disparition de plus de 10 000 pesetas, environ 167 € à l'époque, qui appartenaient à la mère de son camarade. Bien qu'il ait affirmé que c'était son ami qui avait pris l'argent, la réputation de José était déjà ternie, et il était souvent accusé chaque fois qu'un méfait se produisait dans les environs. Pour échapper à ces accusations, José a commencé à voyager en train dès l'âge de 14 ans, fuyant sa ville natale. C'est lors de ces escapades qu'il a découvert la drogue, notamment à Malaga, où il a essayé de l'héroïne après avoir demandé une cigarette à des hommes qu'il venait de rencontrer. Durant son adolescence, il a travaillé dans des foires et a également récolté des asperges, une activité qui, selon lui a rapporté de l'argent. Son premier crime eut lieu à 18 ans alors qu'il travaillait dans un parc d'attractions. Comme son patron avait refusé de lui avancer de l'argent, il décida de voler 2 conteneurs remplis de pièces, pour un total de près de 170 000 pesetas, environ 2 400 € à l'époque. Il fut rapidement soupçonné, étant le seul à manquer à l'appel après le vol, et il passa plusieurs mois dans la prison provinciale de Malaga. Ce fut sa première expérience derrière les barreaux, mais pas la dernière, car José entra et sortit de prison à plusieurs reprises pour divers délits. Bien que José ait nié la plupart des accusations portées contre lui, 1 an après sa libération, il fut à nouveau arrêté, cette fois pour avoir été impliqué dans un vol d'oiseaux exotiques dans un parc de Malaga, après que la police l'eut intercepté à moto, phares éteints. Il prétendit avoir donné un faux nom aux agents pour économiser du carburant en rentrant de chez sa petite amie, mais ces mensonges furent rapidement découverts, et il fut conduit au commissariat, où son cousin était déjà détenu pour le même vol. José fut jugé, reconnu coupable, et condamné à 4 ans de prison. Il fut envoyé à la prison de Bons en Galice, connue pour sa discipline stricte. Libéré en 1984, José entreprit un voyage à pied de 29 jours pour retourner à Malaga, où il travailla ensuite comme assistant dans plusieurs cirques. C'est en Galice qu'il gagna son surnom de Dinamita Montilla, après avoir aidé à préparer des feux d'artifice pour une fête. De retour chez sa mère, il profita de quelques mois de liberté jusqu'à ce que, lors de la Semaine Sainte de 1985, il se retrouve impliqué dans un autre incident. Le 3 avril, sa mère lui dit que des renards avaient attaqué ses poules, alors il prit un fusil et partit à leur recherche. En chemin, surpris par la pluie, il chercha refuge dans une propriété qui lui semblait abandonnée. À l'aube du 4 avril, alors qu'il se reposait, il fut réveillé par Francisco González, le propriétaire des lieux, qui l'accusa de voler ses outils et menaça de l'emmener au poste de police. Selon José, il saisit le fusil et tira sur Francisco, le tuant sur le coup,
avant de prendre la fuite. Peu après, il cambriola une maison en Galice, où il vola de la nourriture, un fusil, du tabac, et un peu d'argent. Il fut de nouveau arrêté et emprisonné à Caceres, en Estrémadure, d'où il s'échappa en 1987, profitant d'une permission. José fut finalement capturé alors qu'il attendait un train à la gare de Gemelo, dans la ville d'Alhora, à Malaga. À cette époque, âgé de 25 ans, il n'était pas encore recherché pour le meurtre de Francisco, mais pour l'assassinat de 2 touristes étrangers, un Allemand de 22 ans et un Anglais de 30 ans, dont les corps avaient été retrouvés quelques jours auparavant, criblés de blessures par balles et couteaux. Bien qu'il ait nié toute implication dans ces crimes, José admit avoir croisé les 2 hommes sur son chemin. Il déclara avoir passé du temps avec eux et d'autres jeunes qu'il avait rencontrés, mais qu'il les avait quittés avant que les événements tragiques ne se produisent. Lors de la fouille de son sac à dos, la police trouva un couteau suisse correspondant à celui utilisé pour tuer les touristes, ainsi que des cartouches identiques à celles ayant servi à abattre Antonio Paniagua. Les enquêteurs ont trouvé plusieurs objets volés dans les affaires du détenu, dont certains provenaient de la maison d'une des victimes, un chauffeur pour le célèbre chanteur Juanito Valderrama. Finalement, les détectives ont également relié ce détenu à la mort de Francisco, un crime qu'il a admis en affirmant qu'il s'agissait d'un accident non prémédité. Il a exprimé des regrets, expliquant qu'à l'époque, il était sous l'emprise de la drogue et était ce qu'on appelle en Espagne un canon solto, un électron libre. Il a qualifié la victime d'homme honnête et a demandé pardon à sa famille. Les gardes civils, qui l'avaient arrêté pour les meurtres des touristes, ont décrit cet homme comme un individu froid et calculateur, qui masquait le visage de ses victimes et libérait les animaux des maisons où il commettait ses crimes. José a été accusé des meurtres des 2 touristes étrangers, ainsi que de ceux de Francisco González et Antonio Paniagua. Il a été reconnu coupable et condamné à 123 ans de prison, mais il a été libéré après avoir purgé seulement 27 ans de sa peine, en raison de la révocation de la doctrine Paro par la Cour européenne des droits de l'homme, également connue sous le nom de Cour de Strasbourg. Cette jurisprudence, établie en Espagne en 2006, a permis des réductions de peine appliquées au temps total de la peine, plutôt qu'au maximum légal de détention. En conséquence, après la décision de la Cour européenne en 2013, José a été libéré le vendredi 13 décembre 2013 à 13 h, après avoir passé près de 3 décennies en prison. Durant son incarcération à la prison de Sura, dans la province de Saragosse, en Aragon, il a terminé ses études de base et suivi des cours d'artisanat et d'informatique. À sa sortie, José, qui avait alors environ 50 ans, avait perdu plus de 20 kilos et paraissait beaucoup plus âgé. Quelques jours après sa libération, José a donné une interview à un journal de Malaga, où il a raconté sa vie. Il a expliqué qu'il était sorti du centre pénitentiaire avec 34,16 € pour prendre un taxi jusqu'à Saragosse, où il a déjeuné et acheté des billets de train pour Madrid et Malaga, sa destination finale. Il a ajouté qu'il avait dû marcher pendant près de 30 heures d'affilée et dormir sous un pont avant de trouver un abri. José a déclaré que Malaga était devenue une ville étrangère pour lui, car elle avait beaucoup changé depuis la dernière fois qu'il y avait vécu. Pendant l'interview, il a exprimé son souhait de se réinsérer dans la société, en insistant sur le fait qu'il n'était pas le criminel en série que l'on dépeignait. Selon lui, il n'avait tué qu'une seule personne, et non 4, et il a affirmé que ses déclarations avaient été manipulées lors de sa dernière arrestation. En décembre 2013, José a promis de rester à l'écart des activités criminelles et à continuer à vivre dans la rue, aidé par les dons des citoyens et des touristes. Il passait ses nuits dans des maisons abandonnées ou des abris municipaux. Presque une décennie plus tard, au début de 2023, José a créé un profil sur un réseau social de vidéos, sous le pseudonyme Dinamita Jurado Montilla, où il se décrivait comme un aventurier et partageait ses voyages à travers l'Espagne. Dans ses publications, il a également parlé de sa vie en prison, où il a participé à des ateliers, géré des comités et dirigé une radio interne. Il a expliqué qu'à l'époque, il vivait sous une dictature où tout était régi par la violence et l'injustice. Dans une autre vidéo de juin 2023, José a révélé qu'après sa libération, il avait eu 2 relations, l'une avec une femme pendant 3 ans, et une autre avec quelqu'un qui l'a aidé à surmonter ses problèmes d'alcool, bien qu'ils aient finalement rompu. Il a également annoncé son intention de commencer un tour de la péninsule ibérique le 15 juillet de cette année-là. Quelques semaines plus tard, en août, alors qu'il était à Alicante, José a rencontré Maria Esther Estepa Pérez, une femme de 42 ans de Séville. Ils ont voyagé ensemble pendant 21 jours, mais se sont séparés à Gandia le 22 août. Selon les informations disponibles, Esther a été soignée dans un centre de santé ce jour-là, puis elle a disparu. Le lendemain, sa famille a cessé de recevoir de ses nouvelles, et elle a été déclarée disparue à la fin du mois.
Sa mère, Maria Josepha, connue sous le nom de Pepa, a expliqué dans une interview que sa fille avait subi des violences de la part de son ex-compagnon et avait vécu plusieurs mois dans un refuge pour femmes victimes d'abus à Alicante. Au cours de l'enquête, on a découvert qu'Esther avait envoyé un message à sa mère le 23 août, disant qu'elle ne pouvait plus continuer à lui mentir, qu'elle était avec 2 amis argentins et qu'elle envisageait de se rendre en Argentine. Elle avait également annoncé qu'elle allait éteindre son téléphone. Pepa a trouvé ces messages très étranges et a demandé à sa fille de lui envoyer un message vocal, la menaçant d'appeler la police si elle ne le faisait pas. Convaincue que ces messages n'avaient pas été rédigés par sa fille, elle a immédiatement contacté les autorités. Peu de temps après, au début de septembre, Pepa a reçu un appel vidéo qui n'a duré que quelques secondes, mais qui lui a permis de voir la personne qui la contactait. Pepa a immédiatement rappelé, et c'est José qui a répondu. Pour expliquer pourquoi il avait son numéro, il a dit que le répertoire téléphonique d'Esther s'était transféré sur son téléphone lorsqu'elle avait utilisé sa carte SIM dans son appareil pour pouvoir communiquer. Il a ensuite demandé s'ils avaient des nouvelles d'elle, ce à quoi la mère inquiète a répondu qu'ils avaient déjà signalé sa disparition à la police. José a affirmé que cela lui paraissait très étrange lorsque la police l'a appelé pour dire qu'Esther ne donnait plus de signes de vie. Il a précisé que, pendant les jours où il la connaissait, il avait toujours eu cela en tête. En janvier 2024, Juan Manuel Medina, président de l'association Eco de Meno, a déclaré que la police traitait le cas d'Esther comme une disparition à haut risque. Il a aussi indiqué que les derniers messages envoyés en son nom étaient suspects, car Esther n'avait pas les moyens financiers de voyager et n'aurait jamais cessé de communiquer avec ses proches. Au début de 2024, José a publié une vidéo avec une série de photos d'Esther accompagnée d'un message mentionnant sa disparition. Plus tard, début mars, il a annoncé qu'il prévoyait de faire un voyage d'Alicante à Gandia en son honneur. Dans ce message, il a expliqué qu'il avait su qu'Esther avait disparu un mois après leur séparation, et que depuis, il se sentait mal à l'aise, car elle avait laissé une trace dans sa vie. Il a également mentionné que, étant l'une des dernières personnes à l'avoir vue, il avait été contacté par la police et qu'il coopérait avec les autorités de son propre chef. José, qui se considère comme un ex-détenu malgré ne jamais s'être considéré comme un criminel, a déclaré qu'il avait de l'expérience dans ce genre de situation et qu'il savait comment certaines choses fonctionnaient. Il a donc informé la police qu'il tenterait d'obtenir des informations par lui-même. À la fin d'avril, José a republié la vidéo avec les images d'Esther et a fait des publications à Alicante, où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Il a même montré un parcours, selon lui, ils s'étaient connus intimement. D'autre part, il a mentionné avoir rencontré une femme qui connaissait Esther. Cette personne lui aurait dit l'avoir vue en novembre 2023 à Dénia. Sur la base de cette information, José a décidé de se rendre dans cette ville de la communauté valencienne pour la chercher. Début mai, il a publié une vidéo de Dénia sur ses réseaux sociaux, soulignant qu'il y avait passé 2 nuits avec Esther l'année précédente. Il a également partagé une vidéo filmée à Gandia, sur un banc de la gare où ils s'étaient séparés en août 2023. Dans cette publication, il a précisé qu'il s'était quitté parce qu'Esther avait trouvé un emploi dans une glacier à Oropesa de Mar, qu'elle souhaitait accepter pour économiser de l'argent et rénover une maison abandonnée où ils pourraient vivre ensemble. José a continué son voyage, mettant à jour régulièrement ses réseaux sociaux avec des informations sur son parcours, les choses qui l'ont marqué en chemin, et les personnes qu'il a rencontrées. Le 16 mai 2024, José est arrivé à Gévora, dans la province de Badajoz, en Estrémadure. Là, il est entré dans un bar où il a rencontré une femme et un homme à qui il a expliqué qu'il se rendait à Albuquerque, mais qu'il avait raté le bus. L'homme lui a alors proposé de l'emmener à Valdemotoa, à environ 6 km, où il pourrait prendre un autre transport pour atteindre sa destination. Une fois à Valdemotoa, une petite ville près de Badajoz, non loin du Portugal, José s'est rendu dans un bar appelé Buon Samaritano et a commencé à boire. De là, il a posté une vidéo dans laquelle il a fait l'éloge de l'hospitalité et de la gentillesse des personnes qui lui avaient épargné plusieurs kilomètres de marche. Il a également souligné l'harmonie qui régnait dans ce lieu, une harmonie qu'il n'avait pas vue ailleurs, en mentionnant ironiquement que tout le monde se connaissait, parlait et riait ensemble. Cependant, tandis qu'il parlait de cette harmonie, la police se préparait à l'arrêter ce soir-là, car il était soupçonné d'être impliqué dans une agression qui avait eu lieu en août 2022, au cours de laquelle un jeune homme de 21 ans avait perdu la vie. José était encore dans le bar lorsqu'un groupe d'au moins 5 agents en civil, dont une femme, est entré dans l'établissement et s'est précipité sur lui pour l'arrêter. Ils avaient localisé José grâce aux informations qu'il avait lui-même fournies dans sa vidéo, et l'homme n'a pas opposé de résistance lors de son arrestation. Il a fermement nié toute implication dans le crime dont il était accusé.
Le jeune homme en question, nommé David, dont seul le prénom est connu puisque son nom de famille n'a pas été divulgué, était étudiant en ingénierie informatique. Il aspirait à devenir professeur. Selon ses proches, David était un excellent élève, particulièrement doué en mathématiques, et il aidait toujours ses camarades. Passionné de musique classique et aimant les animaux, il passait son temps libre à exercer des activités académiques ou à travailler comme livreur pour une grande boutique en ligne. De plus, il récoltait des caroubes dans le parc des Cigaux, situé dans les montagnes de Malaga, où sa famille possédait une exploitation dédiée à cette tâche. Le 29 août 2022, David s'est rendu seul à la propriété familiale pour y récupérer des outils. Il avait obtenu l'autorisation des propriétaires voisins pour récolter des caroubes, fruits aux propriétés nutritionnelles et médicinales. Bien qu'il soit habituellement accompagné d'amis, ce jour-là, il était seul. Malgré la sécurité de l'endroit, sa mère, Carmen, était légèrement inquiète, car la région commençait à être fréquentée par des chasseurs. En chemin, David a informé son père, via une application de messagerie, qu'il avait croisé un homme plus âgé au comportement étrange, qui portait un fusil et prétendait chasser les renards pour protéger les poules. David a partagé cette rencontre avec ses amis, mais après cela, il n'a plus donné de nouvelles. Sa famille et ses amis ont essayé de le joindre sans succès. Ce soir-là, inquiets, ses proches ont signalé sa disparition aux autorités, craignant qu'il n'ait eu un accident. Un de ses proches est parti à sa recherche et a retrouvé son véhicule dans une zone isolée. Suite à cette découverte, les autorités ont intensifié leurs recherches dans la région. Le matin du 30 août, vers 8h30, le corps sans vie de David a été retrouvé près du lit de la rivière Cuadal Medina, avec 2 blessures par balle, l'une à la tête et l'autre à la nuque. L'examen initial a révélé que la première blessure avait été causée par une balle plus grosse, tirée alors que David était de dos, tandis que la deuxième blessure avait été infligée à bout portant avec une munition de plomb. Les enquêteurs du groupe des homicides de la police scientifique ont fouillé la zone pour trouver des indices. Une autre équipe s'est occupée du transport du corps à l'Institut de médecine légale. La seule piste initiale était l'information donnée par David concernant la présence d'un homme étrange dans les environs. Les enquêteurs ont immédiatement commencé à chercher cet homme, pensant qu'il pouvait être l'auteur du crime, ou au moins un témoin important. Ils ont supposé que l'individu connaissait bien la région montagneuse de Malaga, qui n'était ni accessible ni utilisée pour des promenades. L'enquête a été complexe, car il n'y avait ni témoin direct, ni enregistrement de caméras de sécurité. De plus, les données de triangulation téléphonique n'étaient pas exploitables en raison du grand nombre d'appareils présents dans la zone. Les autorités ont donc concentré leurs efforts sur l'identification et l'interrogatoire des chasseurs, qu'ils soient légaux ou braconniers, ainsi que des membres d'associations forestières et de quartiers. Une personne a déclaré avoir vu quelqu'un correspondant à la description fournie par David. Elle a également donné des informations sur un véhicule, mais les recherches dans les bases de données et les casses automobiles n'ont rien donné. D'autres pistes ont également été explorées sans succès. Les enquêteurs espéraient que l'analyse balistique des cartouches retrouvées apporterait des informations cruciales, mais les résultats se sont avérés globalement décevants. Les autorités ont recueilli plus de 60 témoignages et enregistré plus de 150 plaintes sans succès. Les experts chargés de collecter des preuves sur la scène du crime ont rassemblé environ 60 échantillons, dont des traces biologiques trouvées sur la fermeture éclair du sac de la victime. L'analyse de l'ADN a révélé 2 profils, l'un appartenait à David et l'autre à une personne inconnue, non répertoriée dans les bases de données de la police. Mais comment José a-t-il été lié à la mort de David? Près de 2 ans après ce tragique événement, les autorités ont apporté des réponses après l'arrestation de José dans un bar de Val-de-Botoa en mai 2024. Lors d'une conférence de presse, Rafa Lapoix, inspectrice en chef du groupe des homicides de la police nationale de Malaga, a déclaré que depuis la mort de David, fin août 2022, une enquête complexe appelée « Opération Alpha Roba » avait été lancée. Au début, les enquêteurs avançaient à l'aveuglette et cherchaient constamment de nouvelles pistes lorsque l'une se révélait infructueuse. L'échantillon d'ADN s'est finalement avéré crucial. 1 an après l'incident, une analyse plus sophistiquée, l'amplification chromosomique, a été effectuée sur les échantillons envoyés à un laboratoire de Grenade, en Andalousie. Bien que cette technique n'ait pas permis d'identifier directement le suspect, elle a révélé un lien de parenté paternelle. Cela a conduit les détectives à remonter dans les registres civils et religieux jusqu'à la création d'un arbre généalogique datant de 1871, où est apparu le nom de José. Les enquêteurs ont découvert que José était un ancien détenu, ayant été incarcéré pour 4 crimes dans les années 1980. En utilisant des recherches en sources ouvertes,
ils ont suivi ses activités sur les réseaux sociaux, où il était très actif, ce qui leur a permis de tracer son parcours à travers l'Espagne, jusqu'à Madrid, puis à Botoa, où il a été arrêté. En enquêtant davantage, les agents ont trouvé un autre élément liant José au crime. En 2013, dans une interview après sa sortie de prison, il avait mentionné qu'il chassait les renards pour protéger les poules, ce qu'il avait également dit à David lors de leur rencontre. Avec ces éléments contre lui, José, âgé de 62 ans, a comparu le 19 mai devant le juge du tribunal de Malaga. Durant l'audience, il a nié avoir tué David, se montrant calme et répondant sans détour aux questions posées par le juge, le procureur et l'avocat d'office Enrique Calixto Tinoco. Selon les médias, José a affirmé que sa présence constante sur les réseaux sociaux était une preuve qu'il n'avait rien à cacher. Il a également soutenu qu'étant sans abri, il lui était difficile de posséder une arme. José a insisté sur le fait qu'il n'avait commis qu'un seul des crimes pour lesquels il avait été condamné en 1987 et a affirmé qu'il paierait pour tout ce qui s'était passé. Cependant, en raison des preuves accablantes contre lui, le juge a ordonné sa détention provisoire sans possibilité de libération sous caution, le temps que l'enquête se poursuive. José est accusé d'homicide, de vol et de possession illégale d'armes. S'il est reconnu coupable, il s'agirait de son 5e meurtre. L'avocat de José a demandé au juge de réaliser 2 expertises pour la défense, l'une pour déterminer les substances consommées par José et leurs effets, l'autre pour évaluer s'il souffrait de troubles pouvant influencer ses décisions. Pendant ce temps, Carmen, la mère de David, a exprimé son soulagement lorsque l'équipe des homicides a informé la famille de l'arrestation. Suite à l'arrestation de l'homme accusé d'avoir causé la mort de son fils, la mère endeuillée a exprimé son espoir que José passe le reste de ses jours en prison. Cependant, elle a également avoué avoir peur que la justice ne soit pas rendue comme il se doit. Elle a mentionné qu'après avoir suscité la méfiance de José, elle évitait de regarder les nouvelles pour ne pas voir l'image du détenu, qu'elle méprisait profondément. Elle a également déclaré qu'elle voulait croire que les premières années de la vie du prévenu avaient été dures et sans amour. Bien qu'elle soit prête à discuter avec ses proches pour en savoir plus sur son passé, elle a précisé que personne ne pourrait fournir d'explications satisfaisantes. La mère de David, diplômée en psychologie et bénévole pour l'organisation espagnole non gouvernementale Téléphone de l'Espérance, a expliqué qu'elle n'avait jamais imaginé se retrouver dans la position de ceux qu'elle aidait. Elle a décrit la mort de David comme un véritable cauchemar et a admis avoir cru qu'elle allait perdre la raison. Mais, par respect pour son fils, elle a dû continuer à avancer. Bien que la douleur et l'absence demeurent toujours présentes, elle a reconnu qu'avec l'aide et le soutien de ses proches, elle apprenait à vivre avec cette perte. Actuellement, la famille de David se prépare à se battre pour obtenir justice, tout en sachant que l'enquête pourrait être longue. Lors des investigations, il a été découvert que la police enquêtait également sur José pour la disparition d'Esther. José avait déjà été interrogé à ce sujet dans les mois précédents. Ses publications sur la disparition de la Sévillane indiquaient qu'il avait été l'une des dernières personnes à la voir avant que sa trace ne disparaisse. Son dossier criminel a renforcé les soupçons de son implication dans la disparition d'Esther. De plus, l'absence de publication de José entre le 16 et le 25 août, jour précédent et suivant la disparition, est considéré par les autorités comme un autre indice de son implication. Bien que José ait expliqué ce vide en disant qu'il avait des problèmes à résoudre et qu'il avait du mal à trouver un endroit pour recharger son téléphone, les autorités restent suspicieuses. La mère d'Esther, après l'arrestation de José, a commenté qu'elle ne savait plus quoi penser de la disparition de sa fille et craignait qu'elle puisse être la 6e victime de l'homme. Elle a préféré ne pas en dire plus jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Juan Manuel Medina, président de l'association SOS des disparus, a affirmé qu'il y avait des raisons de penser que José était lié à la disparition d'Esther, surtout qu'il avait été l'une des dernières personnes à avoir eu des contacts avec elle. Le sous-délégué du gouvernement à Malaga, Javier Sala, a souligné que l'arrestation de José était le fruit de l'ingéniosité et de la perspicacité des enquêteurs, et que même après un long délai, les criminels finissent toujours par être traduits en justice. Fin mai 2024, le journal espagnol Digital VZ Populi a rapporté que les autorités tentaient de déterminer si José était lié à des attaques fatales contre 2 sans-abri. La première attaque a eu lieu le 30 novembre 2021 dans les jardins de Picasso, où un Bulgare de 64 ans a été battu avec des pierres avant de mourir. La seconde attaque s'est produite en mars 2022 sur le Paseo Marítimo de Malaga, où un autre sans-abri est décédé après avoir été frappé à la tête. Après l'arrestation de José, les enquêteurs ont continué à clarifier ces crimes, considérant José comme le principal suspect. D'ici début juin 2024,
ils attendaient les résultats de la comparaison des profils ADN de José avec les traces biologiques trouvées sur les scènes de crime. Tout laisse à penser qu'il reste encore beaucoup à découvrir dans la dernière partie de l'histoire criminelle de José Jurado Montilla. En plus de l'attaque mortelle contre David, qui serait son 5e meurtre prouvé, ainsi que de la disparition d'Esther et de la mort violente des 2 sans-abri, les autorités ne rejettent pas la possibilité qu'il ait tué d'autres personnes. Chers spectateurs, c'est ainsi que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais intéressé de connaître votre avis. Merci de laisser vos commentaires respectueux pour la victime et sa famille. Nous pouvons discuter, mais toujours avec le respect que chacun mérite. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne soirée et à la prochaine histoire.